Bonjour à tous, je suis Lucia Rolando. Nous vous parlons aujourd'hui du Rorschach et l'imputabilité et troubles graves de la personnalité dans la jurisprudence italienne. Alors, voici la liste générale des sujets que nous aborderons aujourd'hui. Nous traiterons brièvement de ce que l'on entend en Italie par capacité de comprendre et de vouloir. Comment, en 2005, l'évaluation psychiatrique en expertise médico-légale a radicalement changé en intégrant également les troubles de la personnalité comme une cause appropriée pour configurer une possible infirmité mentale partielle ou une maladie mentale. Nous mentionnerons brièvement cet important rapport d'expertise sur un meurtrier, Raso, dans lequel le Rorschach, administré selon la méthode italienne Scuola Romana Rorschach par l'un des auteurs, a été un élément de jugement important. Les éléments essentiels seront résumés pour clarifier comment la méthode permet un diagnostic différentiel en observant une constellation de cotations typiques de ces personnalités et leur fonctionnement psychoaffectif spécifique. Après cette prémisse initiale nécessaire, nous présenterons un cas récent de meurtre dans lequel le tribunal a décidé d'une infirmité mentale partielle, épousant la thèse de la défense de l'accusé, également grâce à l'apport du Rorschach. Nous allons mieux décrire la capacité de comprendre et de vouloir dans le Code pénal italien. Article 85. Nul ne peut être puni pour un fait qualifié par la loi d'infraction pénale si, au moment où il l'a commis, il n'était pas imputable. Il est imputable une personne qui a la capacité de comprendre et de vouloir. Article 88. Vice mental total n'est pas imputable la personne qui, au moment où elle a commis l'acte, se trouvait en raison d'une infirmité dans un état d'esprit tel qu'il excluait la capacité de comprendre ou de prendre des décisions. Article 89, vice mental partiel, celui qui, au moment où il a commis l'acte, était en raison d'une infirmité mentale dans un état d'esprit tel qu'il diminuait fortement, sans l'exclure, la capacité de comprendre ou de vouloir, est responsable de l'infraction qu'il a commise, mais la peine est réduite. Nous présentons maintenant l'arrêt Raso de la Cour pénale de cassation du 2005, devenu historique dans l'expertise judiciaire italienne, déterminée par la psychodiagnostic Rorschach de l'un des auteurs. En 2001, dans un quartier résidentiel de Rome, Giuseppe Raso, un menuisier de 67 ans, a tué avec un pistolet un locataire après une série de querelles dues au bruit de la copropriété que le meurtrier supportait, selon lui, depuis trop longtemps. En 2002, lors de l'évaluation de sa capacité à comprendre et à être socialement dangereux, l'un des auteurs lui a administré le Rorschach ainsi que d'autres tests. Au cours des différents niveaux de jugement, les consultants experts ont unanimement écarté le diagnostic de psychose et se sont orientés vers un trouble de la personnalité paranoïaque, avec un fonctionnement sous-jacent de personnalité borderline, qui à ce moment de stress a connu une décompensation, à la suite de laquelle la capacité de comprendre et d'être sain d'esprit est altérée, mais pas entièrement exclue. L'arrêt devient historique car, pour la première fois, les troubles de la personnalité acquièrent une pertinence psychiatrique médico-légale pour la maladie mentale, qui était auparavant exclusivement réservée à la psychose et à l'organicité.
Le Rorschach a été un élément très important pour confirmer le diagnostic d'un trouble grave de la personnalité sujet à des décompensations psychotiques, même si elles ne sont que transitoires, plutôt qu'un état psychotique plus structuré, grâce au chevauchement presque total entre les cotations spécifiques de ce protocole-là et ceux qui sont considérés par la méthode italienne comme paradigmatiques d'un trouble de la personnalité. Ce tableau montre à gauche les données normatives italiennes du Rorschach en 2002, au moment de l'administration. Au centre, les cotations du protocole du défendeur et à droite, les traits de personnalité qui y sont associés. Comme on le sait, le premier élément évaluatif est constitué par les qualités formelles qui donnent immédiatement une idée de la capacité ou non du sujet à appréhender la réalité de manière objective. Et ça, c'est la clé pour discriminer la normalité de la pathologie. Dans ce cas précis, les deux cotations apparaissent nettement en dessous de la moyenne et signalent par conséquent un possible trouble de la pensée. Cependant, dans une lecture plus analytique, la performance entre la première et la seconde moitié du test révèle une approche initiale adéquate à la réalité, qui est clairement altérée sous stress. Ceci suggère que, contrairement à ce qu'indiquent les cotations généraux, il ne s'agit pas d'un sujet qui décompense ouvertement à la première observation ou face à une situation dans laquelle il ne perçoit pas de stress. Il s'ensuit implicitement un sujet incapable de maintenir une pensée lucide lorsque l'environnement extérieur lui présente des facteurs de stress, même minimes. La troisième ligne du tableau informe sur la façon dont ce fonctionnement se déroule dans le cadre d'une personnalité avec un état extratensif, type de résonance intime primaire, et un trait extratensif, type de résonance intime secondaire, confirmant l'envahissement typique des troubles de la personnalité qui prévoit l'impossibilité d'activer les ressources de base à cause du clivage affectif. La quatrième ligne confirme la prédominance du recours au clivage affectif et aux mécanismes de défense dissociatif, étant donné que les phénomènes particuliers, autrement dit selon l'école française équivalent de choc, de deuxième et troisième niveau prévalent sur celles de premier niveau. La méthode italienne distingue précisément 3 niveaux de phénomènes particuliers, regroupant celles synonymes de fonctionnement normal neurotique au premier niveau, celles du clivage affectif au deuxième niveau et encore celles plus primitives synonymes de risque dissociatif au troisième niveau. Les deux dernières lignes liées entre elles donnent des informations sur le niveau de tension pulsionnelle, cotation d'impulsivité, et sur la capacité à la contenir et à la différer, cotation de maîtrise de soi, confirmant la difficulté de gérer le stress tant cognitif qu'affectif. Les cotations signalent une tension interne très marquée par rapport à la moyenne, donc une activation facile face aux stimuli de l'environnement et une incapacité du système défensif à contenir une telle énergie, en suggérant une personnalité agitée, tendue, facilement irritable et donc constamment au bord du passage à l'acte.
Les contenus du test, non donnés ici par souci de synthèse, font souvent référence à des choses mortes, détruites, à des chaînes de lutte, d'agression, à des proies et à des prédateurs. La dimension structurellement extratensive confirme la tendance à diriger la décharge vers l'extérieur. Tout cela fait penser clairement aussi à un danger social. Nous présentons maintenant un cas récent du 2021 de harcèlement qui a abouti au meurtre de la victime. Ce cas présente d'évidentes similitudes de Rorschach avec le cas Razo précédent et est également intéressant car le tribunal a donné raison à la défense de l'accusé contre la thèse de son propre expert et de l'accusation, un fait très rare en Italie, également grâce à l'apport du Rorschach et au contre-interrogatoire qu'il a suscité chez les consultants. La défense a fait valoir, comme l'indique bien le Rorschach, la présence d'un trouble de la personnalité avec un fonctionnement de bas niveau, enclin à la décompensation, surtout en cas de stress affectif relationnel. Voici les accusations. Paul tue Jeanne au point culminant de 2 années d'actes de persécution en se rendant la nuit à l'heure de la fermeture dans le pub tenu par la victime et en la poignardant à plusieurs reprises. Il quitte le pub mais retourne peu après sur le lieu du crime pour vérifier que tout va bien, puis se rend au carabinier. Ensuite, quelques notes d'anamnèse existentielle et pathologique de Paul. Il a 23 ans, enfant unique, vit et travaille comme cuisinière dans l'hôtel familial, brimé pour son obésité depuis l'enfance. Il vit replié sur lui-même à l'hôtel, ne se consacre qu'au travail, 1 ou 2 connaissances masculines, pas d'amitié proche, aucune expérience sexuelle. Come più presto. Non capisco. Arrêt du développement du pénis à l'âge de 7 ans. Les rituels et les compulsions occupent une grande partie de son temps depuis l'enfance, devenant lentement égocentrique et centré sur le travail. La relation avec ses parents est une relation d'affaires froide, avec des rôles rigides, peu de communication personnelle et un évitement de l'intimité. À l'hôtel, il rencontre rarement des jeunes de son âge. Les clients le décrivent comme un bon hôte. Voici comment le rencontre avec la victime commence. En 2017, Jeanne commence à travailler dans l'hôtel familial de Paul. Immédiatement, Paul développe un engouement idéalisant remarquable. Elle parle, joue et plaisante avec lui et lui permet de faire quelques sorties innocentes ensemble. Il se sent accueilli et compris pour la première fois de sa vie et lui confie ses sentiments les plus intimes. Ah oui, ok. Ok. Puis, Jeanne tombe enceinte de son compagnon et quitte l'hôtel. Paul ne veut pas perdre la proximité de Jeanne et tente de la rencontrer avec des messages persistants, en vérifiant sa vie sur les réseaux sociaux. Rejeté, il entame des manœuvres de harcèlement d'une intensité croissante, tente de s'insérer dans la vie de la femme, commence même à lui offrir, ainsi qu'à son compagnon, des cadeaux très coûteux, 50 000 € au total. Ce pourquoi ils le dénonceront. La dénonciation n'arrête pas les messages qui, au contraire, deviennent de plus en plus menaçants, conduisant à une assignation à résidence, révoquée par la suite grâce à un examen psychiatrique effectué sur le conseil de ses avocats.
Peu avant le procès, Paul tue Jeanne en prison. Paul tente immédiatement de se suicider sans succès. Au bout d'un jour et demi environ, il commence à se sentir beaucoup mieux, déclarant qu'il ne s'est jamais senti aussi bien dans sa vie. Il se sent à l'aise avec les personnes de la cellule, intégré dans le groupe. Il perd 25 kilos en s'entraînant régulièrement. Il se sent libéré de l'enchevêtrement terrifiant de pensées et d'inquiétudes au sujet de Jeanne, qu'il avait toujours dans sa tête jusqu'à ce moment. Il parle de Jeanne au présent, comme si elle était vivante, et dit bizarrement qu'elle est toujours avec lui, une source d'énergie et de force pour tout supporter. Il se lie pathologiquement à un autre prisonnier, uxoricide, et au moment du transfert de cellules de ce dernier, le menace de mort, vivant la séparation comme un abandon. Les détenus disent « Il est comme un enfant capricieux, têtu, obsédé par le nettoyage de la cellule et la cuisine, qu'il ne peut faire qu'en suivant un horaire strict, devant à tout prix accomplir ses tâches tous les jours aux mêmes heures. » Le Rorschach a été administré par l'assistant psychologue de l'expert médico-légal du juge. Selon une méthode italienne aux données normatives dépassées du 1980, avec des démarches simplifiées de cotation et peu de cotation. Il ne capte que des aspects généraux de la personnalité de l'accusé, mais pas la complexité réelle du fonctionnement plus conforme à la criminogenèse. L'auxiliaire et le témoin expert n'ont retenu de leur observation et test que son côté contrôlé, obsessionnel, évitant, également très bien mis en évidence par les questionnaires MMPI et PI, favorisé par la régularité rassurante de la condition carcérale, la résolution de l'obsession de Jeanne, concluant à un trouble de la personnalité sans gravité. Les résultats psychodiagnostiques de Rorschach, basés sur peu de démarches de cotation et peu de cotation, sont aplatis sur les résultats des questionnaires. L'un des auteurs consultant pour la défense a fait une nouvelle cotation des réponses du protocole du défendeur Paul, selon la méthode italienne Scuola Romana Rorschach, complétée et mise à jour avec les données normatives italiennes 2016 par l'Istituto Rorschach Forense. Les cotations les plus importantes, dont beaucoup ne sont pas inclus par la méthode de l'auxiliaire, sont énumérées dans la colonne centrale du tableau, comparées aux données normatives italiennes les plus récentes à droite. Comme dans le cas précédent, les qualités formelles générales sont inférieures à la moyenne, bien qu'en réalité, l'élément le plus important et différentiel soit l'écart de performance entre les planches noires et les planches colorées, qui suggère un problème considérable
dans le décodage clair des messages et des informations qui arrivent de l'autre, lorsqu'il y a une implication émotionnelle. Cela indique une performance très inégale chez un sujet qui, si la relation n'implique pas d'implication émotionnelle, pourrait apparaître plus congruent à l'observateur, bien que sur la base de modèles marqués par le détachement affectif, le retrait et l'évitement. Dans ce cas aussi, les deux types de résonance intime identifient un apaisement dépressif intense, principalement lié à un arrêt des attitudes introverties. À lire plus comme une condition pathologique de nature obsessionnelle, évitante et paranoïaque, que comme une ressource d'élaboration plus productive. Cette réaction de Paul est cohérente avec ce qui a été rapporté lors de l'entretien, à savoir la disparition de l'enchevêtrement terrifiant de pensées et d'inquiétudes sur Jeanne, qui était toujours présente dans sa tête. Une fois de plus, les phénomènes particuliers ou équivalents de choc renseignent sur le recours à des modes défensifs clivés et primitifs, cohérents avec la possibilité supplémentaire que sous un stress affectif prédominant, critique, rejet, abandon, le fonctionnement regresse à des niveaux inadaptés et pathologiques, voire dangereux sur le plan social. La lecture croisée des connotations d'impulsivité et de maîtrise de soi suggère une structure de base précisément hyper contrôlée, rigide et censurante, qui prédispose à accumuler des tensions et des énergies à l'intérieur et à les décharger dans des passages à l'acte, rares, mais potentiellement d'une certaine intensité en considérant l'homicide. En ce moment, au contraire, les niveaux de tension interne sont plutôt bas par rapport à la moyenne, probablement en raison du vidage de la résolution de la décharge due à l'acte homicide. Nous allons voir parmi le Rorschach évalué par le psychologue de la défense l'hypothèse de la défense acceptée par la Cour. Une personnalité immature, chroniquement introvertie et renfermée, avec des manifestations externalisantes de vulnérabilité, de dysrégulation affective, d'instabilité comportementale, de dyscontrôle, d'agitation, de confusion. Phénomène particulier de niveau 1, 2e et 3e, maîtrise de soi primaire, qui ne se taisent généralement que grâce à des défenses obsessionnelles et évitantes et ne sont mises en œuvre qu'au moment de la proximité, d'une implication plus personnelle et intime avec l'autre et de la perception de menaces de rejet et d'abandon corrélées à l'anxiété de fragmentation. En conclusion, Kernberg identifie l'expression la plus pure de l'organisation de la personnalité borderline, non seulement dans la trouble borderline habituellement compris comme extravertie et externalisante, par exemple l'extratension du premier réseau, mais aussi dans le trouble schizoïde connu pour être caractérisé par des mécanismes de retrait social et d'hypertrophie compensatoire de la vie fantasmatique. Introversion, Paul. Il émet l'hypothèse que les différences d'expression observées dans les troubles schizoïdes et borderline sont dues à un aspect fondamental du tempérament, l'introversion dans les premiers cas et l'extraversion dans le second. Merci à tous.